Nouméa, plusieurs milliers de caldoches dans la rue la nuit dernière. Pour la première fois, le couvre-feu n'a pas été respecté. Parti communiste, Georges Marchais reste secrétaire général. Pierre Juquin quitte le bureau politique. À Saint-Ouen, les dosages ont été savants. Bon client mais dur en affaires. Les Chinois développent leurs relations commerciales avec la France. Ce sera le thème de notre dossier. L'invité du journal, Samy Frey, pour le dernier film de Jacques Doyon, La vie de famille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, le couvre-feu n'a pas été respecté. La nuit dernière, plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel du député RPR Jacques Lafleur et ont défilé dans les rues de Nouméa. La manifestation, qui s'est déroulée sans incident, a duré 3 heures. « 23 heures en Nouvelle-Calédonie, 13 heures à Paris. Malgré le couvre-feu, des milliers de voitures sillonnent le centre de Nouméa. Le dispositif des forces de l'ordre reste discret. Une manifestation contre le plan Pisani, contre l'indépendance. C'est le député RPR Jacques Lafleur qui a appelé la population à descendre dans la rue à ne pas respecter le couvre-feu. Jacques Lafleur veut aussi protester contre ce qu'il appelle la collusion entre le délégué du gouvernement et les indépendantistes du FNLKS qui, selon lui, s'est dégagé lors du récent congrès de Canala. Jacques Lafleur prend un risque certain. Son immunité parlementaire peut être levée. Edgar Pisani a averti, ceux qui appellent à violer la loi seront poursuivis. Mais le député de la 2e circonscription joue aussi une carte personnelle. Il veut prouver à ceux de ses militants qui lui reprochent de ne pas être assez combatif qu'il peut, sur un simple appel, réunir plusieurs milliers de personnes, qu'il est le véritable leader du RPCR, parti majoritaire à l'Assemblée territoriale. Manifestation contre le plan Pisani, contre l'état d'urgence. C'est de la sagesse de laisser les gens qui en ont marre de cet état d'urgence se défouler et qui savent que cet état d'urgence, ça représente la faillite économique de ce pays, c'est tout. La manifestation s'est disloquée vers minuit 30, sans incident. Peu après, dans un communiqué, Edgar Pisani réitérait à l'adresse du RPCR sa proposition de dialogue. Et puis on l'a appris seulement aujourd'hui, le 30 janvier dernier, Edgar Pisani avait invité le président du gouvernement de l'île, le sénateur Di Kukewe, à venir discuter des propositions qu'il avait présentées quelques jours auparavant devant le Sénat à Paris. À son retour, on le sait, à Nouméa, Di Kukewe avait décliné cette offre. Fin du congrès du Parti communiste aujourd'hui à Saint-Ouen, pas de surprise, Georges Marchais reste secrétaire général, pas de surprise non plus, Pierre Juquin quitte le bureau politique. Reste l'évolution de la composition du comité central, qui est le parlement du parti. Là, on voit que les débats ont été serrés et que les dosages ont été savants. Michel Naudy. Comment réduire la contestation sans que l'opération chirurgicale ne se traduise par une trop forte saignée? C'est l'équation qu'a eu à résoudre le congrès du Parti communiste et singulièrement sa direction. Le traitement choisi est à dose variable. Pour Pierre Juquin, c'est l'éviction du bureau politique assortie du maintien au comité central. Pour Marcel Rigout et Félix Damet, c'est la réélection au comité central, mais accommodée d'un sérieux avertissement. Ils ont été abondamment rayés par 200 à 300 délégués. Pour les autres, ceux que ne protégeait pas la notoriété ou une opposition nette à la direction, c'est la sortie des organismes dirigeants. Et là, la liste est symbolique. Alain Amicabile et Marc Zamikei pour la Meurthe-et-Moselle, Hélène Constant pour la Haute-Vienne, François Saint-Cy pour la Seine-Saint-Denis, la plus grande fédération de France, Daniel Lacroix pour Renaud Billancourt, d'autres encore jusqu'au directeur de l'école des cadres du Parti communiste. Quant à ceux qui furent sauvés in extremis, Georges Marchais leur a clairement délimité le terrain. Ces camarades ne sont pas réélus parce qu'ils sont en désaccord et que ceux-ci doivent être exprimés au sein de la direction. Ils sont réélus malgré leur désaccord et parce que le Congrès pense que notre parti a la force, la maturité nécessaire pour faire face à cette situation effectivement sans précédent à ce niveau et pour la faire évoluer positivement.
Tout se passe en vérité comme si on avait conservé quelques branches en prenant soin de couper les racines. La cause est entendue, du moins pour l'immédiat. La démarche programmatique est exclue, la notion de gauche critiquée, l'union devient circonstancielle et le secrétaire général demeure fidèle au poste. Pour le reste, Georges Marchais l'a dit lui-même, c'est la pratique qui tranchera. Alors un secrétaire général qui reste à son poste, Pierre Juquin qui s'en va du bureau politique, l'orientation politique qui est celle-ci depuis le départ des ministres communistes. Bref, Michel Naudy, est-ce qu'on peut dire que c'est un congrès pour rien, ce congrès de Saint-Ouen ? À vous écouter, oui, mais à vous écouter seulement, parce qu'il s'est passé autre chose d'important à ce congrès, c'est l'émergence d'une autre manière d'être communiste. Autrefois, quand on avait une autre manière d'être communiste, eh bien on était en dehors du parti communiste. Eh bien ce soir, ce n'est plus tout à fait vrai. Ça semble être une révolution de palais. En réalité, je pense que c'est une évolution interne qui est assez prometteuse de transformation à terme, peut-être à très long terme, pour le Parti communiste. On a vu ça dans plusieurs circonstances. On l'a vu dans les votes, bien entendu, avec les abstentions sur le projet de résolution, sur le rapport de Georges Marchais, mais surtout on l'a vu à des réactions. Réactions, par exemple, au discours de Pierre Juquin. Tous les observateurs s'accordent à dire que plus d'un tiers de la salle a applaudi Pierre Juquin pour des raisons politiques, on s'en doute. Et ce est d'autant plus important que cela s'est opéré en dépit d'un filtrage net. Vous savez que le Parti communiste fonctionne sur un mode qu'on appelle le centralisme démocratique, et pour résumer, qui veut qu'à chaque échelon du parti, si on n'a fait pas 50% plus une voix d'opinion avec soi, on n'est pas représenté à l'échelon supérieur, ce qui veut dire qu'on élimine 49% chaque fois. Donc pour vraiment avoir un écho dans le Congrès, il faut qu'il y ait une poussée très forte. Cette poussée s'est manifestée, et en particulier n'a pas permis que soient écartés du comité central des hommes aussi importants que Pierre Juquin, Marcel Rigoux ou Félix Damet. Il y a donc quelque chose qui s'est passé de très net, le nouveau est apparu. Alors on peut se demander maintenant que peuvent faire au sein du Parti communiste ceux qu'on appelle maintenant les rénovateurs. Eh bien, si on regarde les statuts, ils ne peuvent rien faire. Rien faire parce qu'ils se doivent, d'après les statuts, d'appliquer la ligne qui a été adoptée par la majorité des militants communistes au congrès de Saint-Ouen. S'ils se réunissent, s'ils parlent entre eux, s'ils ont des bulletins de liaison, de facto, ils tombent sous le coup de l'organisation en tendance et donc ils sont exclus, d'une certaine manière. S'ils se taisent, c'est dangereux sur le plan politique. Un homme politique qui ne parle pas, c'est un homme politique qui est mort. Alors on dira donc c'est fini ce soir. Eh bien c'est pas certain tout à fait parce qu'il y a un élément d'imprévu. Cet élément d'imprévu, Pierre Juquin y a fait une allusion à la fin de son discours, c'est l'histoire qui est écrite nulle part et qui un jour peut bousculer les choses. Première réaction de Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti socialiste, au micro de nos confrères de FR3 Reims. Il a estimé que ce congrès avait été celui de la faiblesse. Ce congrès qui peut apparaître comme dur, fermé, un petit peu arrogant, est en réalité, si on y réfléchit bien, un congrès de la faiblesse. Faiblesse du parti communiste, dans ses électeurs, dans ses adhérents, dans la présence sur le terrain de ses militants. Faiblesse dans l'analyse, parce que on ne nous dit pas vers quel type de société on veut aller, et on ne nous dit pas surtout comment on va y aller, à partir du moment où on se met sur le côté et on se détourne de l'Union, et faiblesse même de la direction. Le rapport introductif de Georges Marchais, au fond, visait à nous dire que ce parti qui se dit d'avant-garde, qui devrait donc entraîner et conduire, se laisse conduire par les autres. Il n'est responsable de rien. Je me demande si l'objectif de la direction du Parti communiste dans ce congrès n'était pas finalement d'esquiver ses responsabilités dans le déclin récent du Parti communiste. Même s'il ne fixe pas de perspective à ses adhérents, à ses militants et à ses électeurs, parce que finalement la perspective un petit peu inavouable, c'est celle de la défaite en 1986, la gauche n'a pas disparu en France. Les millions d'hommes et de femmes qui aspirent à voir leur sort modifié, qui ne veulent pas du retour de la droite, ils vont chercher un chemin pour passer. Ils ne vont pas se contenter de cette perspective bouchée ou qui se développe à très long terme. Et donc, ils passeront par le Parti socialiste. Ils se rassembleront autour de lui. Je crois que ce sera l'élément décisif qui permettra de changer le paysage politique à gauche et puis aussi entre la gauche et la droite. Voilà l'essentiel de ce qu'on pouvait dire ce soir sur la fin de ce congrès. Selon un sondage IFOP publié par le journal du dimanche, Raymond Barre obtient 51% d'opinion positive. Selon notre confrère, c'est la première fois qu'un homme politique de l'opposition obtient un tel niveau de popularité. Le ministre du Commerce extérieur chinois commence demain une visite officielle en France. À cette occasion, il rencontrera plusieurs membres du gouvernement. C'est là le signe d'une volonté très nette d'ouverture des Chinois vers l'étranger, en particulier vers la France. Dans l'ensemble, la Chine est un bon client, un client solvable, mais un client dur en affaires. Pierre Babet. Usinor Dunkerque, mercredi dernier.
Cette délégation du ministère de l'Industrie métallurgique de Pékin visite des installations sidérurgiques qu'elle vient tout juste de commander à Stein-Heurté. Si les Chinois ont acheté français, c'est tout d'abord pour ne pas trop acheter japonais. Et puis aussi parce que nous acceptons de transférer une partie de notre savoir-faire. Deng Xiaoping inaugurant le métro de Pékin, c'est le symbole d'une Chine qui bouge. Après beaucoup de temps perdu, le pays s'équipe aujourd'hui à marche forcée, quitte à jeter aux orties les plus solides commandements du catéchisme de Mao. Priorité à l'initiative privée, moins de centralisme, plus de responsabilité, et vive l'économie de marché. Résultat, les provinces et les 5000 plus grandes entreprises peuvent désormais négocier directement avec l'étranger. Mais attention, ce n'est pas plus facile pour autant. Le président de la CGE, Georges Pébreau, en vient de faire l'expérience. Le 22 janvier, il a vendu 14 de ses centraux téléphoniques à Pékin. Un contrat de 463 millions de francs, des années de préparation, des mois de discussion. Eh bien, tout cela s'est joué dans la toute dernière demi-heure des négociations. Il n'en est pas encore revenu. Ah oui, même au-delà de la dernière demi-heure, puisqu'on a retardé l'avion Pékin-Paris pour nous permettre de l'avoir après la finalisation de la négociation. C'est une négociation qui s'est effectivement jouée au finish. Et pourquoi ça s'est dénoué à ce moment-là? Parce que je crois les Chinois certainement étaient désireux d'aboutir avec nous, nous étions désireux d'aboutir avec eux, et ce genre de négociation avec des négociateurs aussi chevronnés et des hommes d'aussi bonne qualité que ceux que nous avons trouvés du côté chinois, ça c'est nous effectivement dans les dernières minutes. Le temps est un des paramètres essentiels d'une grande négociation internationale si on veut préserver tous les intérêts qui sont en jeu. Surtout avec les Chinois? Ah, surtout, c'est la première fois que ça m'arrive, oui. Je n'ai jamais retardé d'avion en dehors de ça, surtout de grandes lignes internationales pour conclure une négociation. Cela risque d'être le même scénario pour la vente de locomotives françaises à la Chine. Le ministre des chemins de fer est venu à Belfort, il a visité, il a regardé, et puis il a dit ce qui l'intéressait tout simplement. Nous avons surtout besoin en ce moment des locomotives électriques et à diesel de haute puissance. Ils sont 1,8 milliard, les Chinois de 85, et de plus en plus nombreux à n'avoir pas connu la révolution culturelle. Ce qu'ils vivent, c'est une véritable révolution économique. Ils ne peuvent ni ne veulent l'accomplir seuls, alors avis aux amateurs. À l'étranger, regain de violence au Liban. 2 attentats, l'un à Beyrouth et l'autre à Tripoli, ont fait au moins 8 morts et une quinzaine de blessés. Et puis dans la plaine de la Beka, un raid israélien contre une ancienne base palestinienne a fait 2 morts et 1 blessé. En Afrique du Sud, Nelson Mandela vient de refuser l'offre de liberté que lui avait faite le gouvernement de Pretoria. En 25 ans de prison, Nelson Mandela est devenu le véritable héros de ceux qui luttent contre la politique d'apartheid. Et c'est précisément avec cette politique que Mandela n'a pas voulu transiger. Frédéric Astou. Je chéris ma propre liberté, mais votre liberté à tous est plus importante pour moi. C'est par l'intermédiaire d'un message, lu par sa fille devant quelques 6000 personnes, rassemblées aujourd'hui à Soweto, près de Johannesburg, et en présence de Monseigneur Tutu, le prix Nobel de la paix, que Nelson Mandela a fait connaître les raisons de son refus. Le 31 janvier dernier, le président sud-africain Peter Botha lui avait offert la liberté, mais à condition qu'il s'engage à renoncer à tout acte de violence. Dans sa réponse, M. Mandela, qui est emprisonné à vie depuis 1964 pour avoir été reconnu coupable de complot contre le gouvernement sud-africain, a posé ses propres conditions à sa libération. La suppression de l'apartheid et l'obligation pour le gouvernement de renoncer lui-même à l'usage de la violence. M. Mandela demande également la légalisation de son parti, l'ANC, le Congrès national africain, l'un des plus anciens mouvements nationalistes noirs d'Afrique, jusqu'à présent interdit, et la garantie des libertés politiques pour tous, c'est-à-dire y compris pour les Noirs. Âgé de 66 ans, Nelson Mandela, dont la fille est ici ovationnée par la foule, est toujours considéré comme le symbole de la lutte contre la ségrégation raciale, après un quart de siècle passé derrière les barreaux. Et puis le criminel nazi Joseph Mengele serait au Paraguay, c'est en tout cas ce qu'affirme aujourd'hui un journal anglais, le Sunday Times. Je vous rappelle que le médecin nazi est accusé d'avoir participé à l'extermination de 400 000 personnes pendant la dernière guerre.
Sport à présent, en ski, c'était aujourd'hui la deuxième épreuve des championnats du monde à Bormio, en Italie. Il s'agissait du slalom spécial messieurs. Il y avait un favori, le luxembourgeois Girardelli, mais c'est un Suédois de 22 ans, Jonas Nilsson, qui l'a remporté. Jonas Nilsson, que vous voyez ici en plein effort, est donc le digne successeur d'Engmar Stenmark, dont c'était aujourd'hui la dernière course. Il est arrivé 4e. A signaler aussi la belle performance du Français Daniel Mougel, qui a pris une très honorable 7e place, alors qu'il était parti en 26e position. En football, on jouait aujourd'hui les derniers matchs, comptant pour les 32e de finale de la Coupe de France, à signaler plusieurs surprises. D'abord l'élimination de Tours par Saint-Étienne, et puis les qualifications très difficiles de Sochaux face à Martigues et du Paris Saint-Germain devant Montpellier. Un seul match opposait deux équipes de première division, Metz et Auxerre. Il a fallu les pénaltys pour les départager. Dominique Champeau. Ces dernières années, les aventures d'Auxerre avec la Coupe de France ont toujours tourné court. C'est sans doute la raison pour laquelle les Bourguignons en blanc mettent du cœur à être les plus rapides à l'ouvrage, mais, il faut bien le reconnaître, sans grand succès. Ferreri puis Dagneau, un peu plus tard, échoueront tout près du but et gâcheront les bonnes dispositions auxerroises de ce début de rencontre. Malheureusement, la chance passe rarement deux fois et désormais les occasions vont être messines, tête-à-tête musclé entre Bocandé et Boli et coup franc musclé également de Baraja. Mais là encore, aucun but ne viendra concrétiser la domination messine, pourtant évidente depuis la fin du premier quart d'heure. Metz gâchera même un pénalty durant les prolongations. Les pénaltys, on y viendra donc par la force des choses. Pour Andrés Zarmash, c'est raté. Ça l'est également pour Colombo. C'est finalement Barret qui compromet définitivement les chances auxerroises, Bocandé signant finalement le succès de Metz. Voilà donc pour le football au Tremblay. Le cross de l'équipe a vu la victoire du Portugais Jézéchiel Canario. Le Français Pierre Lavis est arrivé 4e devant le grand favori Carlos Lopez. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Vincennes. Il se courait dans le prix de Paris. La combinaison gagnante est le 7, le 8 et le 14. Elle rapporte dans l'ordre 5 250 francs 50 et dans un ordre différent 885 francs. Le tout, bien sûr, pour 5 francs. Et à signaler que M. Courtine avait donné ce tiercé hier dans le désordre. Cinéma avec le nouveau film de Jacques Doyon, La vie de famille. C'est l'histoire d'un règlement de compte amoureux entre un père et sa fille. Cela se passe au cours d'un week-end, mais un week-end qui se transforme en un grand voyage. La fille, plutôt tourmentée, c'est Mara Goyet. Le père, tout aussi tourmenté, c'est Samy Frey. Samy Frey que l'on va retrouver dans quelques instants en compagnie d'Henri Chapier. Mais auparavant, je vous invite à regarder un court extrait de ce film. De toute façon, rien ne te plaît, tu critiques tout, t'aimes personne. Ça, c'est complètement faux, c'est toi qui t'intéresses qu'à des âneries. Je peux même pas faire semblant de m'en amuser. Quoi, par exemple? On n'abrite pas les singes. Cite-moi une seule chose que t'aimes et donc toi, tu pourrais dire que c'est beau qu'elle merveille. Si tu la trouves, on la filmera et ça sera la fin de mon histoire. C'est très facile, mais c'est loin. Dans le temps, sur la carte? Sur la carte. Combien? Ça. D'accord. J'espère que t'es un peu moins menteur que d'habitude. Mais je connais une autre merveille beaucoup plus près d'ici. Quoi? Toi. Quoi? Toi? Quoi? Toi. Samy Frey, comment peut-on arriver à cette alchimie extraordinaire avec une petite actrice de 11 ans et comment peut-on installer cette atmosphère? Parce que bon, je sais que Doyon laisse toute liberté, mais racontez-moi un peu comment vous l'avez installée l'atmosphère avec elle, tout au long du film d'ailleurs. Je crois que le mérite en revient à Jacques, un talent tout à fait extraordinaire pour exploiter les qualités naturelles d'un enfant. C'est pas évident pour un enfant de tourner un film, parce que
dès le premier jour, elle arrive devant la caméra, il faut se mettre à un endroit précis, il faut dire le texte, il faut retrouver sa véritable nature. Et ça, c'est le grand talent de Jacques, de faire retrouver à l'intérieur d'une véritable fiction la nature de la personne et l'identité de la personne, ce qu'il a détecté de la personne au moment où il l'a choisie. Au moment où il a choisi cette petite fille, elle avait une certaine nature, et on retrouve la nature de la petite fille transposée dans une histoire de fiction par Jacques. Mais il me semble qu'il a bien su choisir le papa également, et en fait, parlons aussi un peu sérieusement, si vous voulez, de votre apport, parce qu'il n'est pas question de l'effacer. Vous avez certainement éprouvé quelque chose, parce que il me semble que cette petite fille, ça traduit un peu les rapports de nous autres adultes avec les femmes que l'on aime, évidemment, tout en restant extrêmement pur. Et c'est un rapport d'un type nouveau dans la société actuelle. Le rapport, l'identité du père se cherche. Alors là-dessus, je crois que vous avez quelque chose à me dire. Oui, je crois que le personnage qu'a voulu Jacques est un homme qui est tout à fait insatisfait de sa relation avec les femmes qui sont autour de lui. D'ailleurs, je crois qu'il se trouve tout à fait insuffisant. Il est insuffisant partout. Il est insuffisant avec son ex-femme, il est insuffisant avec sa fille qui voit que pour les week-ends, où il lui propose que des choses d'une banalité, d'un ennui colossal, style télévision, déjeuner avec la grand-mère, toutes choses sont d'un ennui formidable et dont il a conscience. Il a conscience de cette insuffisance et il veut marquer, je crois, le passage de l'enfance à l'adolescence par un rapport qui soit beaucoup plus réel entre cet enfant et lui. Et il essaie d'avoir une véritable explication, même de casser l'univers de l'enfant, de rentrer dans son univers, de la brusquer, de devenir lui-même complètement infantile, mais pour avoir une véritable explication pour partir, je vais probablement arriver à le dire, sur de nouvelles bases avec elle, pour que son adolescence soit quelque chose de plus net, de plus exact dans le rapport qu'elle peut avoir avec son père. Alors justement, l'apothéose, c'est la scène de Madrid dans l'hôtel. C'est pratiquement très délicat, ça. Est-ce qu'à votre avis, ça peut être perturbant pour cet enfant dans la vie, comme au cinéma, il reste quelque chose. Je crois qu'à la fin, elle était arrivée à avoir une véritable distance avec son personnage, ce qui n'a pas été le cas pendant tout le film, où elle était excessivement impliquée à l'intérieur de ce qu'elle faisait. Et si elle n'avait pas le goût de faire quelque chose, elle ne le faisait pas. On a changé, enfin Jacques et le scénariste qui est Jean-François Goyet, son père, et moi-même qui suis intervenu un petit peu à certains moments, avons changé beaucoup de choses dans le scénario, et c'est mieux. L'action s'est beaucoup plus concentrée autour des deux personnages, autour de leurs problèmes. Alors, juste en un mot, pourquoi voit-on si rarement quand même Samy Frey? Il y a une question de choix, de sélection dans vos projets. C'est pour ça, je suppose. Écoutez, je préfère que vous me disiez qu'on vous voit trop rarement plutôt qu'on vous voit trop souvent. Mais peut-être qu'effectivement, il y a pas beaucoup d'opportunités aussi formidables que celles que j'ai eues là avec Jacques. Merci Samy Frey. C'est moi. Voilà, je vous rappelle le titre du film La vie de famille de Jacques Doyon. Le temps qu'il fera demain, de la Manche au nord des Alpes, des chutes de neige et de pluie verglaçantes seront accompagnées d'un vent d'est assez fort. Je pense qu'on va voir la carte, voilà. Plus au sud, le temps sera en général pluvieux. Des éclaircies se développeront le matin sur les régions méditerranéennes et l'après-midi de l'Aquitaine au Roussillon. Cette nuit, les températures varieront de -8 à Strasbourg à +7 à Perpignan et Ajaccio. Fin de ce journal. Dans quelques instants, ne manquez surtout pas le cinéma de minuit avec le film de Marcel L'Herbier, La citadelle du silence. Demain à 22h25, vous retrouverez Jean-Jacques Perrot. Je vous souhaite une très bonne soirée sur FR3, bien sûr. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Nouméa, plusieurs milliers de caldoches dans la rue. La nuit dernière, le couvre-feu n'a pas été respecté. Edgar Pisani appelle au dialogue. Parti communiste, Georges Marchais reste secrétaire général. Pierre Juquin quitte le bureau politique. En Afrique du Sud, le leader anti-apartheid Joseph Mandela refuse sa liberté aux conditions mises par le gouvernement de Pretoria.